Allez, deuxième partie du podcast avec Aurélien Dunant-Palaz qui revient donc sur le podcast pour nous raconter comment s'est passé cette Hard Rock 100. Chers auditeurs, si vous n'avez pas écouté donc la première partie, je vous invite à le faire parce qu'on a parlé de l'avant et maintenant on va parler de l'après, le pendant cette course qui a eu lieu il y a maintenant quelques semaines. On enregistre le 1er août. Comment vas-tu Aurélien après cette belle aventure? Ben, ça va bien, je suis rentré il y a 10 jours en France, j'ai bien profité de l'après-course, j'ai pas eu de gros moments de fatigue, donc ça c'est cool, là j'ai pu reprendre tranquillement le sport, tout se passe bien, donc tout roule. Alors cette course, tu l'as menée de bout en bout, presque tu as cassé le suspense dès le départ. Comment est-ce que toi tu l'as vécu de l'intérieur? Est-ce que tu pensais que Beignat, qui était derrière, pas très loin au départ, et puis après l'écart s'est creusé, comment est-ce que toi tu l'as vécu de l'intérieur? Ben, c'est vrai que je n'ai pas forcément pensé à un scénario comme ça. Je, je m'étais potentiellement préparé à me retrouver en tête. Pourquoi pas? C'était un des scénarios possibles. Mais c'est vrai que là, l'écart était tout de suite, dès le premier ravitaillement, j'ai vu qu'il y avait 4-5 minutes, on voyait vachement bien derrière. Donc c'est vrai que ça m'a permis de gérer mon allure vraiment comme je souhaitais, sans vraiment faire le forcing. Et j'ai pris mon rythme, je me suis pas trop soucié de derrière, même si j'avais l'occasion de voir les écarts. Et j'ai pu demander les écarts que assez tard dans la course. Donc ouais, pour moi c'était une course agréable du début à la fin, quoi. Et le fait d'être tout seul comme ça, ça t'a jamais dérangé? Non, pas du tout, parce que j'ai vraiment l'habitude de m'entraîner 95% du temps seul en montagne quand je veux m'entraîner, donc c'est pas un truc qui me gêne du tout. Même au contraire, j'ai envie de dire, des fois je préfère gérer mon allure plutôt que de suivre celle de quelqu'un. Et puis j'ai quand même vécu les 70 derniers kilomètres avec Ludo Pomeray en tant que pacer, donc toute la partie de nuit qui aurait pu être un peu chiante seule en fin de course, bah finalement j'étais avec Ludo, on a pu discuter, donc c'était agréable. Et puis Ludo, c'est pas le dernier hein, pour te distraire, donc ça, ça a Non, non, dû on a bien se passé un bon passer. moment. On a passé Ouais, un bon j'imagine. moment, ouais. J'imagine. Du coup, cette hard rock qui avec, tu avais quand même un objectif qui était assez fort. Est-ce que tu penses que si la concurrence, enfin si les autres concurrents derrière étaient plus proches, tu penses que tu aurais pu faire un chrono encore mieux ou finalement t'as tout donné quand même? Oui, probablement. De toute façon, quand on est poussé dans nos retranchements, forcément qu'on gère différemment notre allure, notre pacing. Donc là, c'est vrai que l'écart n'a fait qu'augmenter au cours de la course. J'avais 20 minutes au kilomètre 90. Après, j'avais 30 minutes 15 kilomètres plus loin. Donc je savais que si j'avais pas de gros coups de moins bien, je pouvais voilà bien gérer. En montée, c'était un peu plus dur sur la fin de course, donc ben, je gérais ça. Et puis en descente, j'étais bien, donc je pouvais aller plus vite. Et probablement que oui, j'aurais peut-être pu mettre moins de temps, un petit peu moins de temps, si j'avais été poussé dans mes retranchements. Mais bon, après voilà, je suis déjà satisfait du chrono au vu des conditions de course de cette année. Et du coup, le pacer, qu'est-ce que t'en penses de ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais voir un peu plus sur les courses en métropole, en Europe, ou finalement, tu vois, moi sur ma course, le Grand Raid du Finistère, j'en ai mis pour les 30 derniers kilomètres. Il y a la possibilité de prendre un pacer. C'est quelque chose qui a fait un petit peu débat. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment foncièrement contre, quoi, pour tout un tas de raisons de valeur. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Bah, je pense que c'est beaucoup plus facile à mettre en place aux États-Unis parce que c'est des courses où il y a déjà moins de monde, que ce soit sur la Western State ou la Hard Rock. Nous, on était 145 au départ, à la Western, je crois qu'ils sont 300 et quelques. Donc ça fait que entre guillemets 700 personnes où nous on était même pas 300 personnes quoi finalement. Donc c'est vachement plus facile je pense à gérer pour l'organisation sur les ravitaillements. On n'arrive pas comme à l'UTMB où il y a des centaines de personnes sur le départ ou sur les ravitaillements en tout cas. Donc là-bas, c'est beaucoup plus simple. Et puis l'hard rock, c'est quand même différent. Alors là, je parle pour nous les premiers, mais on finit de nuit, donc c'est-à-dire que la partie où on est très fatigué, où on se retrouve en montagne seul, voilà, c'est dans la nuit, donc je pense que c'est quand même pas plus mal d'être à deux. Et cette année, franchement, c'était pas anodin parce que la fin de parcours, il y avait de la neige avait durci, c'était même glacé par endroits, c'était même un peu dangereux sur certains névés.
balisage est pas super bien marqué par endroits, donc c'est quand même pas inutile d'être à deux. Je pense pas que ce soit utile sur un UTMB, franchement, même sur une diagonale des fous, des courses que je connais un peu, je pense pas que ça apporte un plus. Mais sur les courses aux États-Unis, voilà, bah pour nous étrangers qui arrivons, connaissons pas trop le parcours, le lieu, je pense que ça peut bien aider quand même. Enfin, ça m'a bien aidé en tout cas. Et le côté course en altitude comme ça t'as senti vraiment les effets ou finalement l'acclimatation que tu avais mis en place était suffisante? Ouais, non, clairement, elle était très bonne mon acclimatation parce qu'au jour de la course, j'y ai quasiment pas pensé. Enfin, j'y ai même pas pensé. Forcément que j'allais moins vite que si c'était une altitude qu'on retrouve chez nous dans les Alpes, mais là, franchement, le jour de la course, j'ai pas eu de soucis liés à ça, donc je pense que j'avais fait vraiment les choses comme il fallait pour préparer ça. Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui serait en train de nous écouter là et qui voudrait y aller un jour et peut-être nous partager quelques erreurs que toi t'aurais pu faire et que tu referais pas si tu devais y aller une deuxième fois? Des erreurs, je sais pas si j'en ai fait. Alors, enfin, c'est vrai que le résultat est plus que satisfaisant. J'étais allé 2 semaines en avance là-bas. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut voilà, pour se préparer à l'altitude. Et puis, dans l'idéal, bah, faire un travail en amont même de ça en altitude en France. Mais ouais, vraiment aller en avance là-bas, puis pouvoir reconnaître un petit peu tranquillement les parties un peu clés de la course. Et puis après, sur place, faut arriver à gérer. C'est ce qu'on a bien fait aussi avec mes proches, mais pour avoir les accès au niveau des ravitaillements, faut anticiper tout ça, parce que c'est un peu compliqué. Il y a peu d'accès, enfin, c'est compliqué au niveau des routes. Il y a peu d'accès Internet, par exemple, pour le suivi de course et tout. Donc, c'est un peu tous ces détails-là qu'il faut arriver à gérer en amont de la course. Et puis après, dernier petit truc pour quelqu'un qui aurait la chance d'aller là-bas, c'est gérer en amont. Euh, c'est la logistique sur place d'un point de vue logement. C'est très compliqué de se loger sur la ville de Silverton. Enfin, nous, on n'a pas réussi à se loger. Il a fallu qu'on s'écarte à une demi-heure de là. Et je crois que beaucoup de coureurs font la même chose. Anis Rousset a fait la même chose. Voilà. Donc c'est un peu tous des détails, mais niveau de préparation logistique qui sont super importants à gérer en amont de la course. C'est sûr que on dit souvent que c'est le mental qui lâche, enfin la fatigue centrale nerveuse qui lâche avant la fatigue musculaire et le fait de s'enlever un petit peu toutes ces Ouais, contraintes et ces soucis psychologiques que tu peux avoir, bah ça a son importance ouais. mine de rien et de savoir que son assistance sait exactement ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire et qu'elle sera là et tout, Mm. enfin tous ces petits sujets là en fait c'est beaucoup plus important que c'est loin d'être anodin en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, le jour de la course, faut être dans sa bulle et puis voilà, à gérer que sa course, à gérer son allure, son alimentation, tout ça. Et puis il faut que tous les à côté soient posés, soient clairs et nets. Et ouais, il y avait un ravitaillement cette année, notamment ils avaient mis en place une règle comme quoi les ravitailleurs devaient attendre un endroit tant qu'on n'avait pas bipé à un autre endroit. Et ça a mis un petit peu une pression. Est-ce qu'ils allaient être à l'heure pour le ravitaillement? Et après, finalement, 2 jours avant la course, ils nous ont assuré comme quoi ça allait être bon. Donc, ouais, ouais, c'est tous les petits détails qui font leur importance ce jour de la course. Et donc les courses à l'américaine, est-ce que tu as senti cette culture différente du trail outre-Atlantique ou finalement est-ce que c'est plus ou moins pareil, l'esprit trail est international? Bon, ça reste quand même la même chose. Vraiment, la particularité de cette course, c'est vraiment que c'est un petit événement, hein. Vraiment, on le ressent. Voilà, la ligne de départ, enfin, le départ, c'est au milieu d'une rue, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien. On est tous là alignés. Il y a le directeur de course qui est devant nous, il regarde le chrono qui est derrière nous, puis qui fait un décompte. Sur les ravitaillements, c'est vraiment très convivial. On arrive, on leur donne les flasques, on leur dit bah on veut ça, et c'est eux qui nous servent vraiment. Alors que chez nous, à l'UTMB, non, ils n'ont pas le droit de nous aider. C'est un peu plus enfin c'est très carré. Ouais, ravitaillement, mes parents ils arrivaient, ils mettaient leur voiture, j'arrivais, je m'asseyais dans le coffre de la voiture. C'est beaucoup moins carré pour ça. Et en même temps, c'est quand même voilà, faut quand même avoir le badge pour aller sur le ravitaillement. C'est voilà, il laisse une certaine liberté, mais en même temps c'est carré. Et non, bon, après,
ça reste la même chose que ce que l'on voit chez nous. Et puis j'étais agréablement surpris quand même du nombre de spectateurs qui étaient là, présents pour nous encourager, que ce soit sur les ravitaillements ou même en pleine nature. Donc c'était cool comme événement, quoi. Parce que la Hard Rock 100, au même titre que la Western, c'est des courses qui, en France, font rêver. Enfin, c'est Mm. des courses mythiques. Est-ce que elles ont aussi cette notoriété sur place? Ouais, ouais, pour les coureurs, ben, j'ai eu pas mal, après la course, là, d'interviews, notamment de certains médias américains. Et c'est là qu'on voit que pour eux, c'est vraiment un mythe. Voilà, tel la Western et la Hard Rock, c'est les deux courses mythiques aux États-Unis, comme nous, on a l'UTMB et la Diagonale des Fous en France, quoi. C'est vraiment, pour eux, ça représente vraiment quelque chose, cette course, ouais. Et comment ils l'ont vécu que ce soit deux Frenchies qui soient arrivés devant? Ouais, c'est marrant, j'ai eu cette question là-bas hier, notamment. Avant, c'était une course qui était très américaine. Enfin, il y a beaucoup d'Américains. Déjà au départ, au départ, je crois, on n'était que quatre Français, hein. De toute façon, il y avait Bennett, Annelise Rousset, Claire et moi. Il y a très peu d'étrangers. Bon, déjà, le système de sélection fait qu'il y a peu de place et peu d'étrangers. Mais bon, ils l'ont pas mal pris, non, loin de là. Et eux sont contents qu'il y ait du niveau sur la course. Je pense qu'ils aiment le fait que des étrangers viennent s'intéresser à leur course. Donc non, non, on est super bien accueillis, hein. Hmm. Ah, c'est peut-être plutôt les médias qui l'auraient moins bien pris. C'est très patriote là-bas quand même, hein. Enfin, du moins, Ouais. ils ont cette vision, cette image-là quand on est ici. Allô? Je t'entends plus? Aurélien, je t'entends plus. Ouais, moi je t'entends, tu m'entends? Ouais, là c'est bon. Ouais, c'est bon, je t'entendais Ouais, plus, ouais. c'est bon. Ouais, c'est bon. Je t'entends. Ouais. C'est bon, vas-y, tu peux y aller. Ouais, je disais que ils avaient cette image patriote. Non, je t'entends plus là. Là, tu m'entends? Là, oui, c'est bon. Ok, ça marche. Bon, écoute, on enchaîne. Alors, quels ont été toi comment dire, chaque ultra finalement on apprend quelque chose sur soi. Chaque expérience est enrichissante pour son expérience personnelle. Ouais. Et quelles sont les leçons, les principales leçons que toi tu vas garder et comment est-ce que cette course a pu te faire grandir? Eh ben, en fait, finalement, c'était que mon second 100 miles. J'avais fait l'UTMB en 2021 et c'était mon premier 100 miles. Et là, c'est mon deuxième. Donc, ça fait des années là, depuis 2017-18 que je m'entraîne vraiment pour ce format-là. Et j'étais venu un peu chercher cette confirmation que ce format est fait pour moi. Bon, suite à l'UTMB, quand même, je me disais que a priori, ça devait quand même bien me réussir parce que j'avais quand même fini deuxième avec un bon chrono. Et là, ben ouais, c'est cette confirmation que j'ai eue que c'est vraiment ce format-là qui m'attire le plus et qui est vraiment fait pour moi, encore plus qu'un 100 km où c'est un petit peu encore un peu la limite pour moi. Et là, je vois que je suis vraiment sur une allure où je suis à l'aise, c'est un rythme que j'aime bien depuis le début jusqu'à la fin, ou même quand je suis fatigué, ben, où j'arrive quand même à avancer. Et puis j'ai fini la course, j'étais pas épuisé, voilà, à la fin je relançais encore bien dans la dernière demi-heure de course, donc c'est une confirmation pour moi en fait cette course. Et si tu avais une image, quelque chose qui restera en tête toute ta vie, quelque chose qui s'est passé pendant la course, un souvenir Ouais, qui restera gravé, tout de suite, il y en a un comme ça qui te vient? ouais, c'est le coucher de soleil en fait qui s'est déroulé au point le plus mythique un peu de la course. Ça s'appelle Crosscore Cantine et c'est un ravitaillement qui est à 3950 et il est connu parce que la vue est super jolie et c'est nous c'était la fin de journée, les lumières étaient super chouettes. On est monté en plein dans la neige gelée avec une corde là. Ils avaient mis en place une corde avec des marches. Et je suis arrivé au sommet, je me suis assis au ravitaillement dans une petite chaise, ils m'ont mis une couverture sur les jambes et j'ai bu une soupe là-haut avec Ludo qui était debout, lui il me filmait. Et puis le ravitailleur, enfin le chef de poste du ravitaillement, c'est Joey Grant qui parle très bien français, enfin qui est français, enfin, français, américain et je crois qu'il est double nationalité ou en tout cas il parle français comme nous. Et du coup on a pu discuter, on a passé un bon moment là-haut, je me suis arrêté un petit peu, j'ai pris le temps
de souffler et de boire ma soupe. Donc c'était vraiment le moment le plus chouette de la course. Et qu'est-ce qui t'a apporté Ludo dans ces moments? Peut-être qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles et où il t'a tiré un peu. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement l'accompagnement de Ludo? Ouais, et il m'a surtout servi au tout début en fait. Quand je l'ai récupéré, c'était au kilomètre 92 et c'est vers 18 heures et là on monte la pire partie de la course que j'appréhendais vraiment. On a 12 ou 13 kilomètres sur une piste qui est limite une route, hein. C'est presque goudronné, on peut monter en voiture classique. C'est une pente en moyenne de 8%, je crois, donc on alterne des passages un peu raides de 15% et d'autres des petits plats. Et c'était très dur de relancer, j'avais vraiment l'impression de pas avancer beaucoup, je marchais beaucoup. Et donc là, Ludo, il m'encourageait quand même pas mal, et c'est là où il m'a surtout bien accompagné. Et puis finalement, en haut, j'avais repris du temps sur Benat, donc ça m'a encore plus encouragé pour la suite. Mais c'est vraiment cette partie-là où il m'a vraiment soutenu le plus. Mais finalement, 70 kilomètres, c'est long, quoi. Enfin, c'est pas je sais pas, les 30 derniers Mm. ou, et finalement, en 70 bornes, il peut s'en passer des choses aussi. Le pacer, il peut lui arriver aussi des Mm. choses. Enfin, t'es pas à l'abri. Mm. C'est des choses que vous aviez un petit peu anticipé, cette collaboration. Comment est-ce que vous allez la, la prendre, l'aborder sous tous les angles Ouais, ou ça s'est en, fait un peu naturellement? Ouais, un peu naturellement quand même, mais on s'était vu bah du coup les 2 jours d'avant, on avait fait les 2 derniers footings ensemble. Je lui avais juste demandé, bah je lui avais dit dans les montées plutôt c'est toi qui mets le rythme devant, et puis en descente ça sera plutôt moi devant. Donc on s'était juste mis d'accord sur ça. Après ben la règle du pacer c'est vraiment qu'il il nous accompagne, enfin il est vraiment là pour m'accompagner, il m'aidait en rien du tout, hein. Pas le droit de me porter une flasque, un gel, me porter une lampe frontale, rien du tout, vraiment de ce point de vue-là c'est vraiment la règle. Et, euh, et non, on n'avait pas préparé le truc. Après, lui, il n'était pas confiant 100% de fait de courir 70 bornes et de me suivre, parce qu'il avait fait la Western 3 semaines avant. Après, bon, je connais Ludo, il est très humble, mais je savais très bien qu'il allait me suivre. Moi, j'arrive à 95 km dans les jambes. J'avais quand même une certaine fatigue quand même. Donc, je me faisais pas trop de soucis sur lui. Et s'il avait eu un souci physique, la règle, c'était qu'ils doivent rejoindre le ravitaillement et après ils pouvaient s'arrêter. Moi, j'aurais pu continuer et ne pas l'attendre. Donc, il n'y avait pas trop de pression de ce côté-là. Ouais, ce qui était pris, quoi. C'était Ouais, que du exactement, ouais, plus, de c'est toute ça. façon. Ouais. Ouais, exactement. Ok, ok. Euh, à la suite de cette aventure, c'est un petit peu comme une aventure. Moi, je vois ce Mhm. genre de course comme des aventures. Mhm. Euh, est-ce que tu as eu tu disais que tu avais quand même pu récupérer assez vite, mais tu as eu des petits soucis, je sais pas, physique, fatigue. Comment ça s'est passé l'après? Ben non, en fait, j'ai eu très peu de courbatures, très étonnamment. J'ai été surpris. D'habitude, ben, enfin, l'autre ultra que j'ai fait, UTMB, ou quand j'ai fait le défi de 24 heures, ou certains projets en montagne là, une quinzaine d'heures, en général, quand j'arrive, je m'assois et quand je me relève, j'ai les jambes cassées. Et là, pas du tout. Vraiment, le lendemain, je pouvais me baisser et tout. J'ai descendu des escaliers sans boiter et j'ai eu très peu, voire pas de courbatures. Donc, de ce point de vue-là, c'était vraiment top déjà. Après, Tu c'est la l'expliques ça ou pas? Ouais, je pense que ma préparation, elle a vraiment été, ouais, d'un point de vue musculaire, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait avant avec, avec certaines sorties longues de travail excentrique que j'avais fait à 3 semaines de la course, là, qui ont vraiment payé. Et je pense que c'est quelque chose que je réitérerai pour les prochaines courses. Alors, il n'y a jamais de formule magique, mais là, je pense que j'ai fait un gros bloc d'entraînement 3 semaines avant où j'avais eu vraiment mal aux jambes à la suite du dernier entraînement. Et je pense que j'avais très bien surcompensé derrière. Mais après, ouais, j'ai pas eu de gros soucis. Après, oui, la fatigue liée au sommeil, forcément, on passe une nuit blanche derrière. On finit la course, c'est 5 heures du matin, et du coup, on est tout décalé. On est rentré chez nous à la maison, c'était 9 heures. On a dormi 3 heures, donc ouais. C'est plus de la fatigue liée au manque de sommeil que j'ai traîné bah, sur 2 semaines. Même là encore, je vois que le soir, je traîne pas trop, je vais me coucher. Voilà. Sur les 3 semaines après la course, il faut bien se reposer, quoi.
Ouais, tu disais dans l'épisode 1 que c'était une de tes appréhensions, ça, d'entamer la nuit avec déjà beaucoup de kilomètres dans les pattes, alors, contrairement à un UTMB ou une diagonale où tu finis, t'as pas encore une nuit à faire. Là, comment tu l'as vécu cette partie de nuit? Eh bien, bien, parce que finalement, en fait, j'étais assez serein parce que la nuit est arrivée au moment où j'avais déjà une demi-heure d'avance sur Benat. Non, j'étais bien à l'entame de la nuit. En plus, en descente, vu que j'étais très bien musculairement, je descendais super bien et la nuit, non, elle s'est bien passée. J'ai pu gérer les montées comme je voulais. C'est passé assez vite. La nuit, il faisait assez frais. C'est des conditions que j'aime bien plutôt que la grosse chaleur. Donc non, c'est pas quelque chose que j'appréhende la nuit, que ce soit seul ou même à deux. Puis là, le fait d'être avec Ludo, ça passait encore mieux. On pouvait discuter. Donc tout s'est bien passé même la nuit. On vous a vu ensemble un petit peu à l'arrivée avec Benyat, tu as pu l'accueillir. Oui. Comment s'est passée cette arrivée où tu as pu l'applaudir, hein, le féliciter sur son arrivée. Vous avez débriefé un petit peu et si tu peux nous partager un petit peu ce moment que vous avez vécu ensemble. Ouais, ben on s'est salué simplement sur la ligne de départ. On s'était pas vu avant la course. On se connaissait pas plus que ça. On s'était croisé en 2017 sur une course de ski running, mais voilà, depuis on s'est jamais recroisé. Et là, ouais, bah, bien sûr, je voulais l'attendre de toute manière à la ligne d'arrivée. J'allais pas partir comme un sauvage. Et bah, je vais le saluer et il m'a dit tout de suite qu'en fait il a eu un souci, lui, il est tombé dans la rivière à une demi-heure de la fin de course. On traverse la plus grosse rivière qu'on traverse à la fin là. On avait une corde où on se tenait et lui s'est fait embarquer par le courant où il est tombé dans l'eau. Je sais pas s'il était tenu ou pas à ce moment-là. Et du coup en fait il était frigorifié à la ligne d'arrivée, donc il a fallu qu'il aille prendre vite une douche. On a un petit peu discuté voilà, dans les douches qu'on est se doucher, sa ligne d'arrivée. Et non, c'était très amical. Je connaissais pas plus que ça. On a discuté aussi le dimanche, où on s'est félicité nous deux. Et puis on a dit qu'on se recroiserait très probablement en fin de saison sur l'île de la Réunion. Ah bah tu y seras aussi. J'allais justement enchaîner avec ça. La suite pour toi, qu'est-ce que c'est? Tu vas pouvoir nous partager tous tes prochains plans. Ouais, ben voilà des deux gros projets de l'année, c'est la Hard Rock, le premier qui est passé, le deuxième sera à Diagonale des Fous en octobre. Et d'ici là, je vais mettre un dossard en Suisse sur une course UTMB à Wistrubel, sur le format 70 km. L'idée, c'est d'essayer d'obtenir ma place pour l'UTMB en 2024. Voilà, donc, tout le monde doit faire les sélections. Moi, je vais la faire, j'espère l'obtenir du côté de la Suisse, là, mi-septembre. Puis ça me permettra d'intégrer cette course un peu dans la préparation de la diagonale. Ok, donc objectif diagonal pour Benyat, j'imagine prendre sa revanche, surtout qu'il a le titre. Comment est-ce que tu vas aborder du coup, parce que là, format un petit peu différent quand même. Comment est-ce que tu vas aborder cette diagonale que tu connais aussi? Ouais, je connais très bien le terrain. J'y suis allé 3 fois, 3 années là-bas. J'ai jamais couru, mais je connais très bien le terrain. Je pense que ça me plaît tout aussi bien que l'hard rock. Je suis autant motivé que de préparer cet hard rock que de préparer la diagonale là. Voilà, va falloir que je m'acclimate un petit peu aux chaleurs, quoi, forcément, parce que c'est le gros point qui peut me poser problème là-bas. Après, le parcours, je le connais. Je sais il est bien, il est très bien pour moi. Je connais l'île, donc je vais pas dans un milieu que je ne connais pas et donc voilà, il y a tout pour bien faire, à moi de bien m'entraîner d'ici là. Eh ben écoute, on se verra là-bas. J'y vais encore une fois avec grand plaisir. C'est toujours un réel coup de cœur cette Ouais, île. Vraiment, chouette. je depuis que j'y vais, je crois que en fait, chaque année, je dis ah, je sais pas si j'y retourne l'année prochaine. Et en fait, maintenant, je crois que j'aurais du mal à faire une année sans mon petit passage à La Réunion. Ouais, moi c'est pareil, j'ai vraiment adoré l'île, les paysages, la culture, tout. Ouais, un peu comme la même chose que l'hard rock, il y a la course et il y a le côté voyage, là, dépaysement qui m'attire aussi. Ouais, puis toujours un plaisir de retrouver les Réunionnais sur place Ouais. qu'on voit une fois par an là-bas. Et écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter
à notre échange, peut-être pour le clôturer, quelque chose dont on n'aurait peut-être pas parlé et que tu aurais aimé préciser ou je sais pas, un conseil, ce que tu veux. Non, non, je pense qu'on a tout dit, hein. Je réfléchis, mais je pense que c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, non, non, je pense avoir, je pense qu'on a fait le tour. Tu penses à un truc, toi, non? Non, écoute, moi je trouve qu'on a avec ces 2 épisodes, on a fait un petit avant, pendant, après, Ouais, qui est un format que j'aime bien. ouais, Écoute, merci à toi d'avoir participé à ces 2 épisodes. pas de rien. Et puis bah écoute, rendez-vous Les sur l'île, réunions. hein. Ouais, rendez-vous les réunions alors. Exactement. Et ben merci Aurélien et puis à bientôt. Ouais, ça marche, merci à toi Allez, et salut. bonne soirée.